Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien au cœur de l'Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. 1,5 million d'habitants et le taux de pollution le plus élevé d'Île-de-France. Évidemment, c'est notre santé qui est en jeu, mais des solutions, des initiatives, il y en a et nous sommes là pour en parler. Bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin. Nous sommes aujourd'hui installés à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est 1,5 million d'habitants, beaucoup d'industries, beaucoup de voitures aussi, et donc, résultat, beaucoup de pollution. C'est tout simplement le département le plus pollué d'Île-de-France. La mauvaise qualité de l'air, on s'en plaint beaucoup en région parisienne et dans les grandes villes, et à juste titre, puisque la pollution aux particules fines tue 48 000 personnes par an en France. Mais la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est si dramatique que ça en Île-de-France? Et puis surtout, il y a des solutions, des alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Avec nous pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria Chabran. Bonjour. Bonjour. Vous résidez ici, dans ce département, en Seine-Saint-Denis, présidente de l'Union des associations des riverains du Stade de France, où il y a de la pollution sonore, bien sûr, mais on va parler de la pollution en général dans ce département, puisque c'est malheureusement le département le plus pollué de la région. Karine Léger, bonjour. Cette pollution, vous savez la mesurer. C'est votre métier, c'est ce que fait Air Paris, que les habitants d'Île-de-France connaissent bien. L'association de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, vous en êtes la directrice adjointe. Docteur Nian Famti, bonjour. Bonjour. Vous, ce que vous mesurez et constatez chaque jour, ce sont les effets de cette pollution sur la santé et particulièrement sur les plus jeunes. Vous nous direz ça plus en détail. Et puis Jérôme Arnaudis, bonjour, chef de projet de puits de carbone chez Suez France. Alors bonjour. vous avez cherché des solutions, et l'une des solutions, on va le voir dans cette émission, c'est une solution, quelque chose d'étonnant. Ça ressemble à une colonne Meurice, comme celle qui symbolise Paris, les fameuses colonnes vertes, sauf que celle-ci, elle est vraiment verte, c'est-à-dire qu'elle a des algues, des micro-algues à l'intérieur, ça récupère le CO2. Vous allez nous expliquer tout ça et en quoi ça améliore, et ça va améliorer la qualité de notre air. On est curieux d'en savoir plus. Philippe Gentil, bonjour. Bonjour. L'ébéniste à vélo. Alors, L'ébéniste à vélo. Vous avez fait un virage dans votre vie, une reconversion, et surtout vous avez adopté un nouveau style de vie. Vous vivez à vélo, C'est ça. vous travaillez à vélo. Oubliez la voiture, vous allez nous expliquer pourquoi c'est un choix de vie, pourquoi c'est un engagement aussi. À l'heure où nous parlons de cette pollution, il nous arrive souvent, nous, franciliens, notamment les jours où il y a des pics de pollution, de sentir cet air un petit peu plus lourd que d'habitude, surtout quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui. Et nous sommes beaucoup, évidemment, à s'en plaindre. Nous avons recueilli quelques impressions auprès des franciliens, justement. Écoutez. Je fais du vélo et je sens de la pollution, beaucoup. Ça me pique les yeux parce que je pleure. Surtout au niveau nasal. Ça vous est très désagréable? Très, oui. Ça se sent quand il y a des pics de pollution, ça pique le nez, ça pique la gorge. Ça me gêne un petit peu, mais comme je participe à la pollution aussi, voilà, ça fait partie du prix à payer. Parce que vous êtes en scooter. Voilà. Je suis originaire du sud de la France et j'aime bien courir à l'extérieur, évidemment. Et j'ai pas mal de difficultés à courir à l'extérieur, en tout cas sur Paris. J'ai plus de difficultés respiratoires. Je suis en train de plier mes bagages parce que je ne peux plus respirer ici. Depuis 6 mois, suite au fait que les quais soient bouchés juste à côté, la pollution, par exemple, dans ce quartier-là a augmenté de manière dramatique. Donc du coup, je ne respire plus depuis 6 mois. Donc je vais être obligé de partir, comme d'autres gens d'ailleurs sont déjà partis. Je vais être obligée de partir. Philippe Gentil, vous avez déjà abandonné votre voiture pour le vélo. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? Non. Non. Non, parce que pour utiliser le vélo au quotidien dans Paris, je trouve que les choses s'améliorent.
et qui a, oui, en en parlant autour de moi, mes clients, mes collègues, membres des boîtes à vélo, tous les artisans qui ont choisi cet art de vivre en fait et cet art de travailler, on souffre pas tant que ça de la pollution en définitive et ça nous empêche pas de travailler. Et puis ça ne peut que s'améliorer. Bon, c'est ce qu'on va voir. Victoria Chabran, vous êtes justement dans ce département qui est le plus pollué d'Île-de-France et vous défendez les riverains. Idem, même question. Vous y avez pensé un jour, en disant j'en peux plus, je m'en vais? Écoutez, tant que la santé n'est pas en jeu, je maintiens, moi, mon enracinement dans ce département peut-être le plus pollué de l'Île-de-France et peut-être même sur la zone la plus polluée, car je suis en plein sur ce que Airparif trace en zone rouge de la pollution aux particules fines, c'est-à-dire le tracé de l'autoroute 1. Et précisément, une mesure d'Airparif est prise là, à, disons, 500 mètres du lieu que j'habite. Donc, pourquoi je ne veux pas quitter ce lieu malgré les dangers qu'il représente pour la population des riverains et pour ma propre santé, c'est que je pense qu'il y a aussi intérêt à se mobiliser pour dénoncer ces pollutions. Karine Léger, quand on a le nez dans les chiffres toute la journée et qu'on les connaît, ces chiffres, on n'a pas envie à un moment de dire ben, moi aussi j'en ai assez. Je pense qu'il faut relativiser. Le 93 n'est pas le département le plus pollué. Il n'y a heureusement pas que l'A1 dans le 93, même si l'A1 est vraiment un point noir. Il y a des niveaux de pollution qui sont très variables dans toute l'Île-de-France. Et donc, c'est effectivement à Paris où on a les niveaux les plus élevés. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi une grande couronne avec des forêts. L'Île-de-France, ce n'est pas que Paris et la petite couronne. Et puis, j'ai envie de rejoindre M. Gentil en disant il y a des choses qui bougent. Et justement, on sent une mobilisation des autorités, des citoyens, des médias et une accélération de cette envie de faire bouger les choses. Docteur Niamh Famti, vous, pareil, vous qui soignez des asthmatiques, des enfants avec des bronchites, bon, vous n'avez jamais eu envie de quitter Paris? Justement, ce n'est pas le moment de partir si on a besoin de nous pour soigner, accompagner toutes ces populations sensibles et fragiles. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord ici, il faut rester pour être dans le cœur de l'action et militer et vraiment essayer de porter la parole pour que les associations, que les pouvoirs politiques, et il n'y a que ici qu'on peut le faire. Hein. Alors effectivement, l'idée nous passe par la tête d'échapper à tout ça pour nos enfants, nos familles. Mais voilà, notre combat est celui-ci et je pense que c'est très important qu'on reste sur le terrain d'action. Pareil, Jérôme Arnaudis, vous voulez vous battre, vous mobiliser, vous ne voulez pas jeter l'éponge? Non, au contraire, je pense que comme on le partage le même diagnostic, c'est un problème complexe, mais les idées foisonnent. Et justement, c'est peut-être the place to be, l'endroit où être pour justement agir. The place to be, Karine Léger, est-il vrai qu'on respire mieux en Île-de-France qu'il y a 20 ans? Oui, tout à fait. Il y a eu une amélioration de la qualité de l'air qui est vraiment très nette. Il y a un certain nombre de réglementations, tant au niveau français qu'au niveau européen, qui ont conduit à cette amélioration de la qualité de l'air, en particulier sur les industries. Il y a eu aussi des efforts. Alors, les normes Euro sont discutées pour un certain nombre de raisons. N'empêche qu'un véhicule, maintenant, est nettement moins polluant qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et il y a une prise de conscience, il y a des plans d'action qui sont mis en place. Et oui, il y a une amélioration. La pollution a changé de nature. On est passé d'une pollution industrielle à une pollution liée au trafic. Mais oui, il y a une amélioration. Elle a changé de nature. Mais l'Île-de-France, si on compare aux autres grandes villes de France, au reste du territoire, on a une pollution qui est essentiellement liée au trafic, alors que dans d'autres zones, vous pouvez avoir des pollutions qui sont liées, par exemple, aux industries. Paris est quand même une des capitales les plus denses d'Europe. On a des niveaux qui sont assez comparables à ceux de Londres, avec des tendances aussi qui sont assez comparables. Mais on est très inférieur à ce qu'on peut mesurer, par exemple, dans des capitales asiatiques. Dans les capitales asiatiques. Mais si, par rapport aux capitales européennes, Londres, Berlin, Madrid. Londres est assez similaire et la plupart des capitales européennes sont quand même beaucoup plus petites que Paris et que l'agglomération parisienne. Vous prenez Berlin, il y a d'énormes parcs et la ville est relativement petite. Madrid aussi. Néanmoins, toutes ces capitales ont aussi des enjeux de pollution atmosphérique liés au trafic. Il existe des normes internationales, notamment celles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On est au-dessus, en dessous?
Ah, on est largement au-dessus. On reste au-dessus. Hein. On a un contentieux avec l'Union européenne pour 2 polluants, le dioxyde d'azote et les particules, par rapport aux réglementations européennes. Et quand on prend les recommandations de l'OMS, par exemple pour les particules fines, c'est 90% du territoire qui est au-delà de cette réglementation. Et ce n'est pas spécifique à Paris, c'est plus accentué à Paris. Et la plupart des grandes capitales européennes sont confrontées à la même problématique. Confrontées à ça, et puis dernière question pour qu'on arrive à savoir de quoi on parle et de faire le point, ces fameux pics. Parce que nous, si on connaît Air Paris, le grand public, c'est parce qu'on en entend parler dans les JT. On nous dit, voilà, hop, il y a un nouveau pic. Comment vous mesurez, qu'est-ce que vous mesurez exactement ces jours-là ? En fait, on mesure toute l'année. Ce qui est important de comprendre, c'est que les pics, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. C'est lié à des conditions météorologiques très particulières. Lesquelles ? Alors, ça dépend des polluants. En été, ça va être, par rapport à l'ozone, ça va être une atmosphère très stable, une température, un ensoleillement très important, et on aura de l'ozone. En hiver, ce qui compte, c'est beaucoup la stabilité de l'atmosphère qui va plaquer la pollution au sol, les inversions de température, et surtout des sources d'émissions, avec par exemple le chauffage au bois et le trafic, qui vont conduire à des épisodes de pollution. Mais on mesure toute l'année avec des stations, avec de la modélisation, avec des campagnes de mesure, et toute l'année, vous avez une information en temps réel sur l'ensemble du territoire. De plus en plus de pics ? C'est la tendance ou pas ? Pas du tout. Les pics sont vraiment variables d'une année sur l'autre en fonction des conditions météo. Vous avez des années qui vont être très pluvieuses, très venteuses et peu de pics. Néanmoins, au jour le jour, la situation de la qualité de l'air n'est toujours pas bonne. Et vous avez des années comme l'année dernière où vous n'avez pratiquement pas eu de pics toute l'année, mais une concentration de pics sur le mois de décembre. D'accord. Donc les pics, c'est vraiment, comme je dis, la partie immergée de l'iceberg qui varie d'une année sur l'autre. Et puis l'enjeu, c'est vraiment ce que vous respirez au quotidien, la partie sous l'eau, qui est vraiment celle qui a le plus d'effet sur la santé. C'est quoi ce qu'on respire au quotidien ? Au quotidien, ce sont des dioxydes d'azote, ce sont des particules qui sont émises par une capitale qui est très dense d'un point de vue urbain, et donc qui sont liées au chauffage, qui sont liées au trafic. Vous pouvez avoir des activités industrielles dans certaines zones. Vous avez également les enjeux de l'agriculture et donc une multitude de sources de pollution. Donc on le comprend, hein, ça relativise un petit peu ce qu'on entend parfois. Il y a une sorte de panique ou des clichés qui vont un petit peu trop vite. Ceci dit, il y en a qui ne sont pas du tout rassurés, voire même très, très en colère. C'est le cas de cette francilienne qui n'a pas hésité à porter plainte carrément contre l'État. Les équipes de France 3 sont allées la rencontrer, c'était en juin dernier. Regardez. Ventoline, cortisone, antibiotiques, kiné respiratoire. Mon traitement, et je vais chercher l'Innover qui est dans mon sac à main toujours. Quand les traitements médicaux ne suffisent plus, Clotilde fait du yoga pour tenter de libérer ses bronches encombrées par la pollution et ses particules fines. En décembre dernier, l'état de santé de cette quinquagénaire asthmatique s'est nettement aggravé. C'était la 3e pneumonie de l'année qui est arrivée en décembre suite aux pics de pollution de décembre à Paris qui ont duré. Et cette fois, cette pneumonie a provoqué un gros problème cardiaque chez moi, un important problème cardiaque qui fait que j'ai frôlé la mort et j'aurais pu faire un arrêt cardiaque à tout moment. Hier, Clotilde a déposé une requête individuelle devant le tribunal administratif contre l'État pour carence fautive. Bientôt, 30 autres victimes de la pollution vont également engager une procédure identique. L'objectif, faire reconnaître au pouvoir public le préjudice subi. Nous, on attend d'une part la reconnaissance de la responsabilité des pouvoirs publics. Symboliquement, c'est très important. D'autre part, l'indemnisation des victimes. Le préjudice, il est très important, il est sous-estimé, sous-évalué par les pouvoirs publics. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, en fait, que la pollution, même s'ils ne le sentent pas, a des effets néfastes sur eux. Chaque requérant pourrait percevoir jusqu'à 140 000 € d'indemnisation. Les deux associations environnementales qui soutiennent cette action veulent provoquer une prise de conscience du gouvernement. En attendant, beaucoup de potentielles victimes de la pollution se sont déjà manifestées. On va aller sur l'île, on va aller à la vallée d'Arves où il y a des victimes, on va aller à Marseille, on va aller à Lyon. On nous demande partout parce que là maintenant il y a une sorte de ras-le-bol généralisé. Quant à Clotilde, ses médecins lui conseillent de quitter Paris au plus vite. Seul problème, son état de santé l'épuise. Elle n'est pas sûre de trouver la force.
Ils ne se rendent pas compte, ils sont exposés à la pollution. Victoria Chabran, vous qui défendez les riverains de l'Île-de-France, du Stade de France, pardon, et de ce département, vous avez ce sentiment que la population est exposée et qu'elle doit être défendue? Absolument. Le problème, effectivement, et je souscris aux propos tenus dans votre reportage, c'est une agression qui n'est pas perceptible d'emblée. On ne s'en rend pas compte, d'où le côté extrêmement pernicieux. Et les particules fines, alors je n'ai pas les termes techniques, mais c'est infiniment petit. Et donc ça pénètre dans vos voies respiratoires. Je pense. C'est ce qu'il y a de plus nocif, vous confirmez, docteur? Ce sont ces particules. Plus elles sont fines et plus elles vont aller loin dans notre arbre respiratoire et voire circuler dans notre organisme. Et c'est la dose cumulée en fait dans des organes qui vont garder en fait ces particules, et notamment aux endroits où potentiellement il y a de l'inflammation et certaines pathologies vont venir s'aggraver, notamment l'asthme, mais d'autres pathologies, notamment les atteintes cardiovasculaires. Oui, elle parlait de problèmes cardiaques, cette dame dans le reportage. Les particules fines, elles sont dues au trafic routier principalement? Elles sont liées à plusieurs choses. Elles sont liées au trafic, elles sont liées au chauffage et notamment au chauffage au bois. Elles sont liées aussi pardon, je vous arrête, mais chauffage au bois, ça m'étonne. On est en 2017. Il y a encore beaucoup de chauffage? L'Île-de-France, c'est pas que Paris. On a aussi une zone rurale et une zone forestière qui est relativement conséquente. Et puis le chauffage au bois, c'est quelque chose qui est agréable, qui est utilisé comme chauffage d'appoint dans Paris et qui a une répercussion sur les niveaux de pollution en hiver qui peut être relativement conséquent. Et donc les particules, elles proviennent aussi de réactions chimiques dans l'atmosphère, par exemple entre des gaz au moment des épandages agricoles et du trafic, qui produisent des particules. Et on a aussi, comme pour certains autres polluants tels que l'ozone, des phénomènes de transfert à travers l'Europe. Donc c'est un polluant qui est vraiment très compliqué à adresser. Je me permettrai de revenir un tout petit peu sur ce que la représentante d'Air Paris vient de diversifier comme source de production de ces particules fines. Parce que tout de même, je ne mets pas en rapport d'égalité. Si vous voulez, par exemple, sur l'autoroute A1, le comptage a été fait, c'est 200 000 véhicules jour. Ces 200 000 véhicules jour produisent beaucoup plus, à mon avis, de particules. Bon, moi, je suis quelqu'un du terrain, donc je ne suis pas technicienne, mais c'est mon ressenti, que les quelques foyers qui se chauffent au bois ou les quelques agriculteurs, et Dieu sait qu'ils sont très peu nombreux, et nous le regrettons, autour de Paris, qui restent encore aujourd'hui, et dont nous, sur le terrain, nous essayons de défendre la présence, justement. Enfin, il y a encore quand même 50% de terres agricoles en Île-de-France, mais du coup, quand vous êtes en colère, vous vous tournez contre qui? Qui est le responsable? On se plaint à qui? On accuse qui? Déjà, on fait remonter la situation telle qu'elle est vécue au quotidien pratiquement, parce que comme là, par contre, je suis tout à fait d'accord avec Air Paris, c'est-à-dire que les pics, c'est les émergences de l'iceberg, mais nous vivons dans l'iceberg en permanence, dans le corps de l'iceberg, si je peux me permettre cette comparaison. Et donc là, les habitants interpellent à la fois les élus, ça a été notre premier interlocuteur. Des élus, nous passons au département, du département à la région, de la région, nous passons au ministère de M. Hulot aujourd'hui sur la transition écologique et solidaire. Nous souhaitons qu'il soit solidaire avec nos misères de l'Île-de-France et en particulier du 93. Vous êtes entendu, écouté, on vous répond? Oui, nous notons tout de même, si vous voulez, nous sommes quand même dans une action qui est lointaine déjà, car les premières réactions datent de l'an 2000. La notion de développement durable est aussi une notion très récente. Oui, relativement nouvelle. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que l'on parle de développement durable. Et donc, depuis cette prise de conscience, nous notons une prise de conscience de plus en plus répandue sur ces questions de santé environnementale
et de pollution qui nous impactent. Et puis il y a la législation dans ce reportage. Clotilde Nonez qu'on a vu, hein, cette femme, dit que l'État ne fait pas respecter les lois. Alors il y en a, lesquelles ? Il y a de la loi sur l'air qui date de 1996. Il y a surtout les réglementations européennes qui imposent aux États membres de respecter un certain nombre de valeurs limites et de concentration. Et comme je le disais tout à l'heure, l'État français, comme certain nombre d'États européens, sont en contentieux avec l'Union européenne pour non-respect de ces directives européennes, puisqu'on a des seuils, notamment en Île-de-France, qui sont au-delà de ce que demande l'Union européenne. Et en attendant, des patients défilent dans les cabinets des médecins. Docteur Nan Famti, quand ils arrivent chez vous, ils se plaignent de quoi? Ce sont quoi les principaux symptômes? En fait, la relation que l'on peut faire directement entre la pollution et les patients, c'est effectivement la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que suite au pic de pollution, on voit le nombre d'appels téléphoniques, de consultations aux urgences pour ces populations à risque, c'est-à-dire fragiles sur le plan de vue respiratoire ou cardiovasculaires, qui ont des maladies chroniques comme de l'asthme ou ce qu'on appelle de la bronchopnéopathie chronique obstructive, la BPCO, c'est-à-dire une fragilisation des voies respiratoires. Eh bien, quand il y a une agression de ces particules, de ces gaz irritants sur les voies respiratoires, eh bien, on peut voir des crises, une aggravation de ces symptômes. Donc, effectivement, la pollution, les pics de pollution font parler de ce problème uniquement dans ces moments-là. Mais il y a tout le reste, l'exposition chronique. On parlait des seuils. Il faut imaginer qu'au-delà des sanctions, si on respectait les normes européennes, on pourrait, selon les calculs, les modélisations mathématiques, sauver 6 000 décès par an en Île-de-France imputables à la pollution. Donc c'est rien qu'en respectant les normes qui sont imposées par l'Europe, on pourrait sauver 6 000 vies. Voilà, c'est ce que les calculs, les modélisations montrent, c'est que si on faisait tous un effort, concrètement, on pourrait sauver des vies autour de nous. Mourir de la pollution, hein, on ne parle pas d'être malade, on parle de mourir. C'est quoi ces pathologies mortelles? Si vous avez une fragilité cardiovasculaire, une insuffisance cardiaque, que vous avez un asthme sévère, vous allez augmenter ce risque de mortalité en ajoutant ce cofacteur d'aggravation, parce que la pollution vient aggraver la situation. Et puis, vous le disiez, il y a des personnes qui sont plus vulnérables, plus exposées. On pense évidemment aux personnes âgées et aux plus jeunes d'entre nous, comme on va le voir dans ce reportage. Il est signé Virginie de Haute-Maison et Colette Zagaroli. Ce matin, comme d'habitude, Mathis a joué au foot avec son club sans se préoccuper des consignes données toute cette semaine à l'école. Ils nous disent parfois faut pas trop courir dehors parce qu'il y a de la pollution. Et toi, tu le fais quand même? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien courir. Ça fait 3 jours qu'il y a beaucoup de pollution, on le sent, mais après, je sais pas, au niveau de l'organisme, moi ça m'empêche pas de courir ou de faire du sport non plus, donc bon, voilà. Les enfants dont les poumons sont en plein développement, les personnes âgées et ceux qui souffrent déjà de pathologies pulmonaires sont parmi les plus exposés au risque de la pollution. En pénétrant dans les poumons, la pollution aggrave les maladies respiratoires, mais pas seulement. On va avoir une augmentation des décès et des hospitalisations pour maladies cardiovasculaires, que ce soit des maladies coronariennes ou des accidents vasculaires cérébraux. Ensuite, on a une augmentation du nombre d'aggravations de pathologies respiratoires, que ce soit des bronchopnéopathies chroniques obstructives ou des maladies asthmatiques. Mais le pic de pollution, c'est un événement court, alors que le problème, c'est la pollution de fond. C'est-à-dire que la pollution de fond entraîne une dégradation de la fonction respiratoire de tout le monde. Jean-Baptiste, lui, passe 12 heures par jour dehors, Vigipirate oblige. Il a le sentiment qu'un masque le protège de la pollution. Quand vous ne portez pas de masque, vous sentez immédiatement qu'il y a une différence. Le masque en papier, il est très peu efficace sur les particules, en particulier les particules 200-300 nanomètres, qui passent à travers sans aucun problème. Et pour couronner le tout, le printemps arrive et avec lui les premiers pollens. Or, la pollution aggrave aussi les symptômes des personnes allergiques.
Ça passe même à travers le masque, docteur Namfamti. Ça veut dire que cette pollution atmosphérique, on la respire tous les jours. Il y a quelques années, on entendait des médecins nous dire que c'était l'équivalent de respirer dans une pièce fermée avec 8 fumeurs. C'est exagéré ? Non, on pourrait effectivement le dire. On ne peut pas y échapper. On est tous exposés. Et effectivement, ça peut être comparable à une pollution intérieure avec du tabagisme passif. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas y échapper qu'il ne faut rien faire. Il y a des populations à risque, et notamment les enfants. Il y a des études qui montrent bien, notamment aux États-Unis, où ils ont réussi à faire diminuer drastiquement la pollution. Et bien, comment ? Avec des mesures sur le trafic, l'utilisation d'énergie autre que le bois à brûler. Eh bien, on a vu dans le développement pulmonaire des enfants, eh bien, une amélioration qui correspond exactement aux dates de la prise de ces mesures. Le jogging, le vélo à Paris, c'est une hérésie ou pas ? C'est-à-dire qu'on se dit, c'est super, j'abandonne ma voiture, mais je roule à vélo et je fais du sport, donc mes poumons s'ouvrent. Et là, qu'est-ce que je respire ? Alors, c'est compliqué. Effectivement, lors des pics de pollution, on déconseille de faire des efforts intenses puisqu'on va filtrer beaucoup plus d'air et donc avoir beaucoup plus de particules. Mais on ne va pas dire finalement aux gens d'arrêter de faire du sport puisqu'il y a un bénéfice individuel à l'exercice physique pour un tas d'autres raisons. Donc, non, mais Philippe Gentil qui roule tous les jours à vélo, vous, le docteur, vous lui dites vous êtes plus exposé ou pas ? C'est vrai. Mais est-ce que ça va aggraver des phénomènes inflammatoires qu'il a déjà? Est-ce qu'il a déjà des problèmes respiratoires ou cardiaques? Et c'est là où ça va effectivement poser problème. Et on peut parler aussi du trajet que l'on va utiliser. C'est vrai que ça pose beaucoup plus de problèmes quand on est à proximité des grands axes ou des lieux que l'on connaît comme étant source de pollution assez forte. Oui, sauf que quand on est riverain et qu'on habite à proximité du Stade de France, on ne va pas déménager pour s'éloigner de la pollution. On fait comment ? Nous avons étudié la question depuis des années maintenant et nous avons un projet. C'est un projet qui prévoit de capter justement tous ces effluents qui sont si nocifs à notre santé, nous aussi de capter le bruit et de les transformer en source d'énergie renouvelable, ce qui est complètement dans la transition énergétique. Et pour capter toutes ces choses qui nuisent à notre santé, nous avons imaginé d'enfouir l'autoroute A1, de la mettre dans un tunnel qui soit intelligent et justement équipé de capteurs qui transforment les sources de nuisances dont nous souffrons au quotidien en énergie renouvelable. Voilà ce projet sur lequel nous interpellons Monsieur Hulot aujourd'hui au niveau de l'État. Cette transition énergétique et ces nouvelles idées, c'est exactement ce que vous faites, Jérôme Arnaudis, chef de projet Puits de Carbone chez Suez. Alors, on va peut-être voir des images ensemble. Ça ressemble à une colonne Maurice, comme celle que l'on voit dans Paris. Le reste, je vous laisse le soin de l'expliquer, vous êtes le mieux placé. Oui, effectivement, l'idée est hyper innovante. On utilise des micro-algues pour purifier l'air. Le principe, tout le monde le connaît, c'est la photosynthèse. Les micro-algues, grâce à la lumière, vont capter le CO2 et d'autres polluants atmosphériques et le transformer en oxygène. Une molécule de CO2 captée, c'est une molécule d'oxygène fabriquée par les algues. Pourquoi vous l'avez testé? Pour l'instant, il y en a une de cette colonne révolutionnaire. Pourquoi vous l'avez testé au carrefour d'Alésia précisément? Alors nous avons un partenariat justement d'expérimentation avec la ville de Paris et nous avons choisi ensemble ce lieu parce que 70 000 véhicules passent par ce carrefour. Tous les jours? Tous les jours. Donc c'est un carrefour qui est très embouteillé, qui est aussi très pollué. Et donc c'était pour nous une occasion de tester ce dispositif que l'on a testé 2 ans en laboratoire, mais là, à l'échelle réelle. Depuis quand? Nous avons commencé cet été, en juin 2017, et nous terminerons l'expérimentation en juillet 2018. Est-ce que vous avez déjà, il doit y avoir une raison pour que ça s'étale sur 1 an, cette expérience, mais est-ce que vous avez déjà quelques éléments, quelques résultats? Alors les premiers résultats sont très encourageants, on croit beaucoup à cette solution,
Bien sûr, il faut se laisser le temps de l'expérimentation, de laisser passer les pics, les saisons, pour voir ce que le système donne sur l'échelle d'une année. Encourageant, ça veut dire que sur ce carrefour d'Alésia, ou dans le 14e arrondissement, vous le disiez, il y a 70 000 véhicules par jour, vous constatez déjà une baisse du CO2 ? Alors en fait, on regarde ce que le dispositif apporte. On a lancé donc cette idée avec notre partenaire Fermental il y a 2 ans. On a fait des essais labos il y a 2 ans. Pour vous donner un ordre d'idée à l'échelle labo, ce dispositif mis à Alésia, ça a la capacité de captation de CO2 d'une centaine d'arbres. Et ce qu'on va regarder pendant l'année, ça va être justement comment va se comporter à échelle, je dirais grandeur nature, ce dispositif et le comparer avec nos essais laboratoires. Et ça veut dire qu'il y en a d'autres en préparation, en fabrication, que vous metteriez où ? Alors, si les essais sont concluants, ce que nous espérons, on commercialisera le dispositif à partir de l'été 2018. Et donc là, il y a déjà des collectivités qui se montrent intéressées, positivement intriguées. C'est une idée qui aurait pu naître chez vous, chez Airlab, puisque vous venez de lancer en septembre le premier Fab Lab. 6 premières innovations que j'ai pu découvrir sur le site internet. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui seraient parlants pour le public ? Il y a des exemples sur le mobilier urbain, comment on utilise le mobilier urbain pour améliorer l'information et la mesure sur la pollution atmosphérique. Il y a des exemples sur la logistique. La logistique urbaine est un vrai challenge. Comment on livre, mais de façon à la fois pour respecter les besoins des clients d'être livrés pratiquement toutes les heures, mais sans polluer plus. Donc on travaille avec des spécialistes de la logistique comme SNCF Logistique. Il y a des gens aussi qui font des bâtiments comme ICAD et Veolia qui travaillent sur l'air intérieur. Comment on améliore l'air intérieur, comment toujours on informe et puis on change les comportements. Oui, parce que nos meubles polluent aussi. Nos meubles polluent. Du coup, il y a de l'espace il y a des entreprises, il y a des espaces pour des start-up qui développent des solutions de mesure, d'information, pour la recherche, pour faire le lien avec la santé. Et c'est vraiment tout l'enjeu de ce Airlab. Alors, tout le monde cherche des solutions, puisque évidemment, le transport, c'est le transport et la voiture qui sont en premier lieu pointés du doigt, on l'a dit. Et puis certains se disent, si on se déplaçait autrement. Au lieu de se déplacer en voiture ou en camion, on peut par exemple se déplacer en bateau. C'est l'idée de ce couple qui a décidé de transporter du vin de Lyon à Paris. Mais sur la Seine, regardez, c'est un reportage de William Vanki et Cécile Maty. Le déchargement a commencé. À bord de cette péniche, 6000 bouteilles que viennent récupérer des particuliers et des cavistes parisiens. La commande, merci beaucoup. La fin de 3 semaines de voyage depuis l'Ardèche pour ce couple de bateliers qui vient de se lancer dans le transport fluvial de vin. Nous, on peut charger des vins en partant de Sète, donc on est sur les Languedoc, on peut remonter toute la vallée du Rhône avec les côtes de Provence, les côtes du Rhône, on va traverser la Bourgogne, on va traverser la Champagne, et on va redescendre par les canaux qui longent la Loire, donc on peut avoir tous les vins de Loire aussi, quoi. Ce vigneron ardéchois est l'un des premiers à utiliser la péniche pour ses livraisons à Paris. Un acte militant. Plus écologique, le transport fluvial est aussi plus cher, 40 centimes pour une bouteille contre 15 centimes par la route. On a des vins qui sont à moins de 4 € la bouteille, prix public TTC. Quand on enlève 40 centimes de transport, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup. On est prêt à le faire, voilà, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse et je pense qu'on sera suivi par beaucoup. Et on n'a pas de choix si on veut arriver à préserver la planète. La démarche est également soutenue par plusieurs collectivités locales. 65 000 € de subventions au total. La ville de Paris offre même la gratuité de l'amarrage sur le bassin de la Villette. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans un contexte quand même avec une raréfaction des ressources pétrole, avec un transport qui dans les années qui viennent va sans doute être plus cher aussi et donc de plus en plus les péniches vont devenir compétitives. Et je pense qu'il y a une dimension aussi plus globale d'intérêt général qui va prendre le dessus et les deux mélangés vont faire qu'effectivement les péniches et le transport fluvial va retrouver sa place. Un pari sur l'avenir, car pour ce premier trajet, la péniche était très loin de faire le plein de bouteilles. Le transport fluvial, c'est une piste qui est évidemment de nouveau et de plus en plus explorée. Alors, elle est à la fois de plus en plus explorée, elle est aussi questionnée, et notamment Airpaca, notre homologue à Marseille, met en évidence qu'une partie importante de la pollution est aussi liée aux bateaux.
les normes, les bateaux. Alors je suis désolée, je fais un peu le poil à gratter sur les bonnes idées reçues, mais il faut aussi être vigilant sur les sources de combustible des bateaux, qui n'ont pas forcément les mêmes normes euro que ce qu'on peut avoir sur les voitures. Et donc oui, c'est une bonne idée, à condition d'être vigilant aussi sur ce que produisent ces bateaux. Et nous, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose tous la question au bout d'un moment. Je vous propose d'écouter quelques réponses qu'on a glanées ici et là dans la rue. Dans votre vie quotidienne, vous faites quoi pour lutter contre la pollution? Je prends le métro, déjà, c'est pas mal. Après, je recycle, voilà, toutes ces petites choses-là. Mais c'est vrai que, oui, le transport en commun, principalement. Déjà, je marche à pied, j'évite tout ce qui est voiture, tout ce qui peut... même le bus. Pour moins polluer, je fais du vélo, déjà, je prends pas ma voiture. J'essaye de ne pas jeter mes ordures n'importe où, je vais dans les déchetteries. Je fais le tri comme tout le monde. J'ai les doubles vitrages pour éviter les pertes d'énergie. Je fais le tri, les choses comme ça. Bon, je fais pas de feu, je fais pas... L'enfant nous empêche à la campagne de faire du feu. À mon avis, c'est moins dangereux que toutes les voitures qu'il y a dans Paris et partout. Il faudrait surtout faciliter le transport en commun. J'ai 74 ans et tout le monde a vélo. Voilà, je pense qu'il y a des femmes qui ont des bébés et que c'est pas possible pour tout le monde. Alors, le vélo, c'est bien, c'est pas possible pour tout le monde. Philippe Gentil, vous, c'est l'option que vous avez choisie. Vous étiez un Parisien, on va dire, classique, avec sa voiture, son boulot, sa moto. Voilà. Et puis un jour, vous abandonnez tout ça et puis vous ne roulez plus qu'à vélo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé au début d'emmener les enfants à l'école tous les jours et de faire quelques kilomètres pour les emmener à l'école. Et c'était compliqué. Donc j'ai choisi en effet d'acheter un vélo qui me permette de transporter mes enfants à l'école. Oui, c'est un vélo avec un triporteur. Voilà. Un triporteur. Voilà, donc une caisse à l'avant avec 3 roues et puis les enfants, plus de problème pour emmener les enfants à l'école, ils sont très contents. D'accord. Donc voilà. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec ce triporteur, on pouvait faire plein de choses. Et qu'on pouvait remplacer la voiture, et qu'on pouvait faire les courses, et qu'on pouvait aller à l'autre bout de Paris assez facilement, et qu'on pouvait... voilà. Et donc, à l'occasion d'une reconversion, en effet, moi, j'ai carrément décidé de reconstruire mon métier, parce que je suis ébéniste, autour du vélo. Vous travaillez dans les médias, maintenant vous êtes devenu ébéniste. C'est ça. Et ébéniste à vélo. C'est ça, ébéniste à vélo. Donc j'ai reconstruit mon métier autour du vélo. J'évite maintenant toutes les contraintes, alors de pollution bien évidemment, qui est une contrainte majeure, également de problèmes de circulation, de problèmes de stationnement, donc je suis plus dans la proximité. Et c'est vrai que pour venir ce matin... voilà, j'ai mis 50 minutes pour traverser Paris. Alors justement, avantages et inconvénients du vélo, pour ceux qui le vivent et qui décident carrément de travailler, de se déplacer exclusivement à vélo. Avantage, c'est quoi? Alors on va plus vite que les autos, ça on sait. On va plus vite que les voitures. Quel que soit l'endroit où on doit aller voir un client dans Paris, on est ponctuel. On a également beaucoup d'idées reçues autour du vélo et surtout des vélos cargo, donc qui transportent des charges, des livraisons. On peut transporter des choses lourdes. Mon vélo actuellement me permet de transporter près de 200 kg, mais d'autres membres des boîtes à vélo Paris-Île-de-France qui sont paysagistes, qui sont déménageurs à vélo. Il existe des déménageurs à vélo? Il existe des déménageurs à vélo à Paris qui traitent un appartement classique, l'armoire normande, le frigo, la machine à laver sans aucun problème. Et tout ça, ça fonctionne très bien. On gagne en efficacité, en proximité. Et le vélo, quand on a une entreprise, est un outil de communication qui est vraiment incroyable. Outil de communication, on va plus vite, on respire? Alors on respire, moi je rejoins un peu tout le monde, c'est vrai qu'on a en cas de pic de pollution, il est vrai qu'on est dehors et qu'on fait de l'exercice physique à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu le petit point noir, mais parallèlement, en définitive, on a aussi maintenant une multiplication des pistes cyclables, le plan vélo à Paris s'accélère, on voit, alors c'est vrai que c'est au bénéfice du vélo et au détriment des voitures, mais en ce qui me concerne, je suis ravi de pouvoir traverser, faire un Boulogne-Bercy en 30 minutes. Et oui. Voilà. Donc ça, les pistes cyclables, en effet, il y a de plus en plus de pistes cyclables protégées, donc en dehors des voies de circulation. C'est celle que j'utilise moi au quotidien et elle marche très bien. Le boulevard de Magenta, j'en parle à tout le monde me dit c'est une catastrophe. Ben non, moi République, Barbès, c'est moins de 20 minutes, quelle que soit l'heure de la journée. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus cool. Ce qu'il y a de moins cool, c'est quoi? C'est les jours de pluie? Alors, les jours de pluie, soit, c'est compliqué, mais il suffit d'un bon équipement et on n'en souffre pas. En définitive, je trouve qu'il y a plus de bénéfices
que d'inconvénients. D'accord. Moi, mes inconvénients, c'est au niveau de mon métier. Je vous disais, j'ai réduit des contraintes qui sont celles d'avoir un atelier, d'avoir une camionnette, etc. Et comme je travaille à domicile, j'en ai d'autres. Je travaille chez un client à la fois. Alors j'ai un côté proximité qui me plaît beaucoup. Je ne peux pas mutualiser mes clients et je peux pas... Voilà. Donc j'ai des contraintes, mais qui sont somme toute par rapport à celles auxquelles je passe à côté, qui sont un bénéfice total. Un bénéfice total, et vous êtes en relation avec, vous le dites, à travers une association, Alors, avec oui. d'autres gens qui travaillent, qui ont décidé de travailler à vélo. On a créé cette association qui existait déjà à Grenoble et à Nantes, qui s'appelle les Boîtes à vélo. Les Boîtes à vélo. Qui regroupe les artisans parisiens qui travaillent à vélo. Donc je vous disais, jardiniers paysagistes, qui eux aussi ont repensé leur métier parce qu'il n'y a plus de tondeuse thermique, mais c'est du recyclage, voilà. Les déménageurs à vélo, il y a des plombiers à vélo aussi qui fonctionnent très très bien et ils sont très rapides en intervention sur une fuite, c'est important. Et surtout, avec notre association, on a gagné une concession de 12 ans, porte de la Villette, pour développer le premier nodal de transport, la logistique du dernier kilomètre dans Paris. C'est-à-dire qu'on va construire, on est en levée de fonds, là, on va construire à cet endroit un endroit d'échange entre les camions et les camionnettes qui viennent livrer du matériel et un départ à vélo dans Paris intramuros. Vous évitez, les camions de livraison arrivent, vous prenez la cargaison et vous évitez à ces camions de rentrer dans Paris. Donc c'est vraiment plus qu'un choix de vie et même un choix professionnel, vous êtes vraiment dans une démarche écologique où vous avez le sentiment de faire baisser la pollution. Un peu tout à la fois, en définitive. Ouais. C'est une démarche citoyenne, mais en même temps, je pense que Paris, et c'est ce que disait Madame tout à l'heure, on est dans une démarche positive. Tous les gens qu'on rencontre, à qui on parle, il y a cette démarche, il y a cette envie de mieux faire, de plus souffrir de cette pollution et d'essayer de trouver des petites solutions. Alors, quand j'ai monté le projet, au début, je me sentais un peu seul. Et en définitive, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Et il y a beaucoup de monde qui pense très positivement la chose. Alors, petite solution, on a le sentiment d'être un peu seul. Ça vous arrive jamais de vous dire, je suis une toute petite goutte dans l'océan face à tout ce trafic, toute cette pollution De moins en moins. De moins en moins je me considère comme quittant l'iceberg petit à petit. Voilà, je me suis décroché de ça et j'avoue qu'au quotidien, c'est plaisant. Je redécouvre Paris. Je souffre pas encore, moi j'ai pas de problème pulmonaire, donc j'ai pas encore ces soucis-là, mais j'éprouve plus en effet de confort, de quiétude, j'ai pas de stress. Et puis franchement, je pense que on me dit souvent c'est revenir en arrière le vélo, mais non, c'est l'avenir, les vélos électriques. Vous devez être le meilleur ami d'Anne Hidalgo. Elle devrait vous embaucher pour... non, mais parce que vous êtes vraiment un prophète du vélo. Pas une question. Alors c'est plus qu'une question politique, parce que la récupération, on peut la faire. Voilà, mais c'est vrai. C'est vrai que la mairie de Paris nous aide beaucoup. Là, le plan vélo qui se développe, on le fait un petit peu de concert avec elle, pour éviter d'avoir des pistes cyclables qui passent n'importe où, avec des angles droits, avec toutes ces choses-là. Donc, on est assez consulté à Paris. La banlieue, la petite couronne, parce que moi j'habite en petite couronne, se développe également. Les départements font beaucoup en ce moment pour construire des pistes cyclables. Moi, je vois le Val-de-Marne fait énormément pour raccorder la grande banlieue et le Grand Paris à la capitale à vélo. Je vous disais, je suis parti de Maison Alfort ce matin, j'ai mis 50 minutes pour venir à Saint-Ouen en traversant Paris dans toute sa largeur, tout droit pratiquement. Donc ça c'est formidable. Et c'est vrai que pour un artisan, on voit des véhicules, des camionnettes, on se dit on ne peut pas faire autrement. Mais si, on peut faire autrement. Et c'est facile. Donc les artisans qui sont intéressés, il faut qu'ils essayent de franchir le pas, parce que c'est possible. On peut faire autrement, il y a des initiatives, il y a des solutions, c'est ce qu'on voulait dire ce matin aussi. C'est la fin de cette émission, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, assez rapidement, s'il devait y avoir, selon vous, une priorité pour que ça s'améliore. Pour vous, c'est laquelle ? Pour moi, c'est vraiment la participation citoyenne. C'est l'affaire de tous, effectivement. C'est comment on change nos comportements. Qu'est-ce qu'on peut faire, même si ça semble être une goutte d'eau dans l'océan, qu'est-ce qu'on peut faire chacun au quotidien pour améliorer les choses. On est 11 millions d'habitants en Ile-de-France. Si on s'y met tous, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et j'invite les franciliens à se rendre sur votre site, puisqu'il y a un instrument maintenant qui permet de calculer son empreinte carbone, c'est calculer ses émissions en fonction de son déplacement. Donc on peut améliorer, même si c'est des tout petits pas. Votre priorité en Seine-Saint-Denis ? Je l'exprimerai en termes de liens, de relations. C'est-à-dire relations entre les personnes de terrain qui ont des problèmes, la population qui a des problèmes, et les décideurs qui prennent les décisions. Donc si ce lien fonctionne mieux, je pense que les problèmes de la population seront réduits.
La parole du médecin. Oui, mais la parole du médecin, ce sera 2 mots. C'est militer pour limiter. Militer, bien comme on le fait en association auprès des politiques, des institutions, pour limiter les expositions des personnes fragiles et de la population entière, finalement. 2 mots. Bravo, merci. Moi, je suis effectivement, je partage ce diagnostic. Je pense que sensibiliser, montrer les bonnes idées vont en fait générer d'autres bonnes idées. On le voit, il y en a plein. Elles vont émerger, elles vont encore plus émerger et ça va booster. Et c'est les Français et la France sait le faire, l'innovation, les bonnes idées au travers de cette problématique. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est discuter, c'est parler beaucoup, ne pas imposer. On ne peut pas changer les choses en imposant les choses. Moi, je me suis rendu compte au début que ça ne se faisait pas si facilement que ça. On est traité d'hurluberlu à la base, quand même, ou un peu d'halluciné. Mais en définitive, on peut changer les choses. Parler, discuter, partager, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci à tous d'être venus nous en parler. C'est la fin donc, de ce numéro de 9h50 le matin, préparé en collaboration avec Bérangère Guy. On se retrouve tous les matins sur France 3 Paris, Île-de-France. Je vous donne rendez-vous donc tous les jours. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Face à Face. C'est une artiste qui sait tout faire que nous recevons ce matin. Elle a été moliérisée pour un spectacle que tout le monde, presque à Paris, a vu, Les Chatouilles. Et elle revient nous voir aujourd'hui pour un autre spectacle, La Leçon de danse, au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Et cette invitée, c'est Andrea Bescon. Bonjour. Merci Andrea d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver depuis l'autre soir où je vous ai vu sur la scène du Théâtre de l'Œuvre dans ce nouveau spectacle intitulé La Leçon de danse. Mais je voudrais, avant qu'on reparle des Chatouilles, parce que c'est vrai que ça a été un événement exceptionnel à Paris, il y a 2 ans maintenant. Oui, c'est ça. Je l'ai joué en 2016 à Paris, de janvier à juin. Et oui, c'était très très fort. Un spectacle qui vous a révélé auprès du grand public, tant et si bien qu'on vous a moliérisé pour un seul en scène. Tout ça est allé très vite. Oui. Alors cela nous permet de vous retrouver aujourd'hui au Théâtre de l'Œuvre, alors dans une pièce cette fois-ci à 2 personnages, avec votre compagnon à la ville comme à la scène, Éric Métayer. C'est un spectacle là aussi extrêmement émouvant puisque ce sont 2 personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui se rencontrent, qui s'apprivoisent. C'est ça un peu le début de l'histoire. Ah oui, c'est ça. On avait envie, après les Chatouilles, après l'aventure des Chatouilles, d'attaquer une pièce bulle d'oxygène, une pièce ultra positive, même si Les Chatouilles est un spectacle très positif et plein d'espoir. Mais là, on est sur quelque chose vraiment de très accessible et de très divertissant, de poétique. Et on est sur une comédie romantique. On avait envie de ça. On avait envie de poésie, d'humour, de légèreté et en même temps qui va parler d'autisme, des problèmes de communication aussi entre les uns et les autres et comment on va s'aborder, s'apprivoiser, moi je dirais. S'apprivoiser, exactement. Parce que c'est ça, pendant tout le spectacle, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de méfiance au début, et puis, bon, on va pas tout raconter. Vous habitez dans le même immeuble, et puis voilà, c'est une histoire qui pourrait arriver à tous les Parisiens qui nous regardent. Oui, lui arrive avec ce leitmotiv il est Asperger, il peut toucher personne, il doit aller à une soirée où il y a une danse obligatoire, et il se dit comment faire, et donc il va voir cette fille qui est une ancienne danseuse et lui demande un cours de danse, sauf qu'elle n'est pas du tout disposée à ça. Non, parce qu'il lui est arrivé quelque chose, elle a eu un accident. Oui, exactement. Donc c'est comment leur histoire d'amitié et leur histoire d'amour se crée et avance doucement. C'est très joli. Moi, j'adore jouer cette pièce. Nous aussi, on adore. Et le public aussi, parce que c'est plein comme un œuf et les gens vraiment aiment beaucoup. On va regarder justement, c'était une bande-annonce tournée au moment des répétitions. On va voir l'atmosphère de cette leçon de danse au Théâtre de l'Œuvre. C'est parti. Vous voulez quoi? Je voudrais apprendre à danser. Ah ouais. Oh, les bras. Les deux. Fais un effort. Tu sais quoi, tu descends dans la rue, tu croises un éléphant tout blanc, tu lui dis quoi? Je lui dis rien. L'éléphant te regarde et tu dis bonjour monsieur. Comment allez-vous ce matin? Elle est tellement fermée, ta réalité est tellement cartésienne, est tellement étriquée, je sais pas où. Pas plus loin, les frontières, qui, tu vois?
La leçon de danse à ne pas manquer, c'est au Théâtre de l'Œuvre avec Éric Métayer et Andrea Bescon qui est l'invité de ce face-à-face aujourd'hui. C'est une vraie rencontre artistique, je dirais, à la ville et à la scène, Éric Métayer. Ah oui, oui, on s'est connus sur une comédie musicale. Et sur Rabbi Jacob. Tout à fait. Et depuis, évidemment, c'est plus quitté. Et on a commencé avec les 39 marches, notre vie artistique ensemble. Et aujourd'hui, on est tous les deux sur scène, on est très heureux. On cherchait une pièce où qu'on pourrait partager. Et c'est vrai que celle-ci est tombée à pic au bon moment. Et on s'y amuse beaucoup. Ouais. Comment vous êtes tombé sur cette pièce? Comment est-ce qu'on rencontre un texte comme celui-ci et qu'on se dit, tiens, j'ai envie de le monter? On a pensé à nous, en fait. C'est quelqu'un qui l'a lu, qui l'a lu en anglais, qui s'est dit, c'est Suzanne Sarkier, qui est agent d'auteur, et qui a vu cette pièce, s'est dit, mais c'est pour Éric et Andrea, nous l'a envoyé, on l'a lu en anglais. Et on s'est dit, oui, effectivement, c'est pour nous. Et on a demandé à faire l'adaptation. Et voilà, c'était parti. Alors, je reparle des Chatouilles, évidemment, oui, puisque ça a été vraiment le miracle parisien il y a 2 ans. C'est un spectacle qui a démarré sur le bouche à oreille. Tout à fait, oui. On a commencé. Tout le monde se disait, tu as vu les Chatouilles? Il faut aller voir les Chatouilles. Non, mais tu n'as pas vu les Chatouilles. C'est incroyable, ça arrive rarement, ça. Et justement, tout le monde disait, mais ça parle de quoi? Et on disait, non, ne demande pas, juste vas-y. Et c'était ça qui était joli, c'est qu'en dépit du sujet qui est très fort, et évidemment... Qui est lié à votre histoire. Oui, qui est en partie autobiographique, en large partie. Mais voilà, je voulais dénoncer les crimes pédophiles. Le spectacle a été cette façon pour moi de m'exprimer. Et ça a été très salvateur aussi, de pouvoir prendre la parole comme cela et de me rendre compte que ce que je disais moi était aussi le cas de la parole de plein d'autres personnes, plein d'autres victimes, et c'était vraiment très touchant. Et le faire sans tomber dans le pathos, c'est-à-dire en faisant partager des émotions aussi positives, parce que c'est un sujet grave, mais c'est aussi comment on arrive à s'en sortir. Ouais, ça parle de résilience. Voilà. Et la leçon de danse aussi. Enfin, moi, je suis passionnée par la résilience. Je pense que l'être humain a une faculté d'espoir et de vie énorme, d'urgence de vie, et je crois en ça. Moi, je pense qu'on a une vie et donc qu'il faut la saisir à tout point de vue, chaque minute compte. Donc les Chatouilles, ça parle de ça, un très mauvais démarrage, voilà. Mais comment cette fille, Odette, ma protagoniste, s'en sort, quoi. Et vous allez rejouer les Chatouilles, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous l'avez joué au Petit Montparnasse, vous l'avez joué au Châtelet, vous l'avez joué... J'ai joué à la salle Pleyel. J'ai joué en tournée, beaucoup partout en France. Et là, vous revenez les 16 et 17 octobre au Théâtre Antoine à Paris. C'est ça. Et puis, il y a un projet de film. Nous sommes en train de monter le film. On a tourné cet été avec Karine Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamp. On a une très, très belle distribution. Donc on a beaucoup travaillé pour adapter le spectacle en film. On sait qu'on est très attendu parce que beaucoup de gens aimaient le spectacle et on dit non, justement, on prend un autre angle et on va essayer de faire un film aussi fort que le spectacle. Et là, on est en plein montage. C'est passionnant. Ce qui vous a sauvé aussi, Andrea Bescon, c'est la danse. Ah, la danse, sent que la danse, c'est... Je disais tout à l'heure en vous présentant que vous savez tout faire, parce que jouer la comédie et danser presque en même temps, quoi. Merci c'est presque beaucoup. Naturel chez vous. Oui, il y a beaucoup de travail, surtout. Je crois au talent, je crois beaucoup en la rigueur, surtout, et au travail. La danse, oui, ça a été mon premier moyen d'expression. Ensuite, quand j'ai rencontré Éric, c'est lui qui m'a poussée vers le théâtre. Et du coup, j'ai appris à parler par son biais. Et maintenant, je ne fais que ça, parler. Mais je danse aussi beaucoup. Eh bien, on ira vous entendre, vous écouter parler. On va commencer par le Théâtre de l'Œuvre avec la leçon de danse avec Éric Métayer. On vous retrouvera les 16 et 17 octobre au Théâtre Antoine à Paris pour les Chatouilles. Merci beaucoup, Andrea Bescon, d'avoir été l'invité de ce face-à-face et à bientôt. À très bientôt.